Bonjour frère Lumière, bonjour sœur Étoile. Aujourd'hui, une introduction-présentation de l'énéagramme sur la base centralement de ce livre, centralement mais pas seulement. Alors il y a deux façons de regarder, écouter la vidéo. La façon qui consiste simplement à l'écouter sans trop faire référence à la vision, et une façon qui implique beaucoup plus la vision, puisque ce que je vais te proposer est très très visuel. Il y a beaucoup d'éléments, schémas, images auxquels tu peux te référer pour aller beaucoup plus en profondeur, si tu le souhaites. Autrement, simplement écouter te donnera une idée générale de ce qu'est l'énéagramme, et c'est mon but aujourd'hui. Voilà, eh bien, bonne écoute. Alors l'énéagramme, c'est une grille de lecture psychologique constituée de 5 profils. On a, à travers les siècles et les millénaires, déjà observé ces propositions d'une grille de lecture qui répartit l'humain, la nature humaine en plusieurs catégories. Il y a celle de Hippocrate, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui parlait du bilieux, du colérique, du lymphatique et du nerveux. Tu as sûrement déjà entendu ces mots-là, ce sont des références. Plus près de nous, André Le Sène, au XXe siècle, c'est un philosophe français, André Le Sène, parlait de 8 modèles principaux: le nerveux, le sentimental, le colérique, le passionné, le sanguin, le phlegmatique, l'amorphe et l'apathique. Puis si on retourne un petit peu en arrière encore, on a au IVe siècle après Jésus-Christ les pères du désert qui définissaient les passions. Les passions, ce sont les empêchements intérieurs au fait d'être en connexion avec le divin. Alors, ces passions ont donné lieu un peu plus tard à ce qu'on a appelé les péchés capitaux, qui sont très connus, qui ne sont pas toujours cités exactement de la même manière. Globalement, c'est la colère, l'orgueil, la vanité, l'envie, l'avarice, le doute, la gourmandise, la luxure et la paresse. Il y a un lien entre ces passions et l'énéagramme, un lien que je ne te développerai pas. Alors, des grands noms au fil du temps, ça dans la chronologie, de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont liées à l'énéagramme. Il y a Pythagore, Évagre le Pontique, les soufis qui sont... alors le soufisme, c'est la mystique de l'islam. Il y a Gurdjieff, Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, Hélène Palmer et tant d'autres. Qu'est-ce que l'énéagramme? Le mot énéagramme vient du grec énéa, gramma, qui signifie figure à 9 côtés. Aujourd'hui, ce mot fait référence à un système d'étude de la personnalité fondé sur 9 comportements de la nature humaine. L'idée principale repose sur le principe que tout homme a un trait de caractère central, semblable à un axe autour duquel tourne sa personnalité. Cette fixation correspond à un mécanisme de défense mis en place par l'enfant. Et nous reviendrons centralement là-dessus, surtout ça que je veux mettre en avant en fait. Cette fixation, le plus souvent inconsciente, se retrouve dans nos habitudes et limite notre vision du monde. Au niveau psychologique, l'énéagramme propose de nous faire prendre conscience du fait que notre personnalité nous a figés dans un comportement conditionné. L'énéagramme donne également des repères afin de nous libérer de cette emprise, de ce moi conditionné que l'on appelle l'ego. Au niveau spirituel, il s'agit de retrouver l'essence profonde de l'être qui vit en nous, au-delà de notre personnalité. Comme d'autres typologies à vocation spirituelle, le type est vu comme un agent de changement, comme l'axe de transformation grâce auquel la conscience ordinaire va évoluer vers les dimensions de l'être supérieur. Comment représente-t-on par le dessin l'énéagramme? C'est la rencontre d'un cercle, d'un triangle équilatéral, et puis de cette figure-là géométrique qui s'appelle un hexade et qui a 6 côtés irréguliers. Tu mêles les 3 figures géométriques, tu as celle-ci. Celle-ci dans laquelle
vont se trouver 6 pointes, 8 pointes, 9 pointes, qui sont les 9 profils psychologiques que je vais te décrire tout de suite. Tu les as certainement déjà entendus, peut-être étudiés. Tu as en 1 le perfectionniste, en 2 l'altruiste. Je vais essayer de te mettre de façon à ce que ça ne brille pas. En 3 le battant, en 4 le romantique, en 5 l'observateur, en 6 le loyal, en 7 l'épicurien, en 8 le chef et en 9 le médiateur. Voilà, nous reviendrons sans cesse sur ces 9 profils. Tout d'abord, un exemple pour te donner une idée de comment ces profils apparaissent, quel est le ressenti intérieur que l'on peut en avoir. Ainsi, tu pourras définir peut-être pour toi-même ton propre profil en acquérant petit à petit l'information sur le contenu de chaque profil. Alors l'exemple, c'est que au Café des Sports, un dimanche soir, une équipe de copains se retrouve après un match. Et nous allons voir combien diffèrent leurs ressentis à partir d'un même vécu. Je te montre le tableau d'ensemble du ressenti de chacun des personnages. Alors tu vois, il y a Antoine, Bertrand, Cédric, Daniel, Emmanuel, Frédéric, Germain, Jean, Lionel, qui sont des représentants chacun à leur façon d'un des profils de l'énéagramme, avec les caractéristiques centrales des profils qui sont, par exemple pour le premier, qui est Antoine et qui est un perfectionniste, le respect des règles et l'intégrité. Tu pourras en revenir, si tu veux, sur ce tableau que je te remontrerai de temps en temps. Voilà. Alors, nous sommes donc au Café des Sports, ce dimanche soir, et l'équipe de copains se retrouve après le match, et puis voilà quel est le ressenti de chacun. Antoine, le perfectionniste. Oh, je suis content de ma partie. On n'a pas gagné, mais j'ai mieux joué que les fois précédentes. Comme j'avais le carnet des règles dans ma poche, nous avons pu vérifier quelles règles s'appliquaient lors de l'incident. C'est donc Antoine, un perfectionniste, qui met en avant et qui vit de l'intérieur de lui-même centralement les valeurs de respect des règles et d'intégrité. Ok. Si on prend le cas de Daniel, autour de la table, et son ressenti, lui, c'est plutôt « c'était une journée très émouvante parce que c'était la première fois que Paul rejouait depuis son accident. » Alors Daniel, c'est un romantique et il met en avant, son système de valeurs repose sur les émotions. Je te le montre. C'est un peu compliqué parce que c'est à l'envers. Donc c'est Daniel, ici, et le système de valeurs des émotions. Voilà. Si je prends le cas de Bertrand autour de cette table, lui, il est en train de se dire « Je suis content de ma partie, peu importe comment j'ai joué, mais grâce au sparadrap que j'ai toujours avec moi, j'ai pu rendre service à nos adversaires quand ils se sont blessés. » Alors Daniel, bien sûr, c'est un romantique. J'étais chez Daniel. Donc, nous sommes à Bertrand, en fait. Excuse-moi pour l'inversion, ça n'a pas très d'importance. On reviendra de manière beaucoup plus précise sur chacun des personnages qui représentent autant de profils psychologiques. Je reprends avec Bertrand qui dit « Je suis content de ma partie, peu importe comment j'ai joué, mais grâce au sparadrap que j'ai toujours avec moi, j'ai pu rendre service à nos adversaires quand ils se sont blessés. » Et donc, Bertrand, c'est un altruiste qui met l'accent, qui a un système de valeurs centré sur l'attention à l'autre. Jean, de son côté, lui, est en train de se dire « ils étaient forts, il a fallu se battre jusqu'au bout. J'aime bien quand l'opposition est consistante. En plus, j'ai mis une frappe terrible plusieurs fois. » Eh bien, Jean, c'est un chef et il met l'accent sur la puissance et la force. Emmanuel, il se disait « J'étais content d'être remplaçant. J'ai pu observer la tactique des deux équipes. » Emmanuel, c'est un observateur qui met l'accent sur le raisonnement. Je te remontre. Voilà. Germain se disait à l'intérieur de lui-même, avait les sentiments et puis partageait ça aux autres. Même si on a perdu, je me suis bien amusé. J'aime quand il y a des nouveaux. Il faisait beau et Victor avait plein d'histoires drôles à raconter. Alors Germain, c'est un épicurien qui met l'accent, qui a un système de valeurs fondé sur le bon côté des choses. Cédric, de son côté, disait « Pensez, on a perdu,
Et on n'a même pas marqué. Moi, je vis pour gagner. Je n'arrive à prendre du plaisir que je n'arrive à prendre du plaisir quand je perds. Je n'arrive pas à prendre du plaisir quand je perds. Et bien sûr que Cédric est un battant qui met l'accent sur la réussite et l'efficacité. Frédéric, de son côté, j'étais méfiant sur leur niveau et mon doute s'est justifié. Ils étaient plus forts que prévu. Alors Frédéric, c'est un loyal qui met l'accent sur le doute. Et Lionel, pour terminer, se disait et disait aux autres, oh, c'était bien d'être tous ensemble, peu importe le résultat. Voilà, Daniel, c'est un médiateur qui met l'accent sur l'harmonie. Elle est tout en haut dans le système de représentation de l'énéagramme. Voilà. Nous allons revenir, de toute façon, ne t'en fais pas si je n'ai pas été assez clair, précis. Revenir progressivement. Tout d'abord, en examinant le fait qu'à l'origine, nous sommes tous tout. Au moment de la naissance, une approche de la psychologie considère que l'enfant a librement accès à tous les comportements possibles. Puis, confrontés au monde, nous développons un mécanisme de protection, une stratégie afin de nous adapter au mieux à notre environnement. Comme cette stratégie est la plus sécurisante possible, nous choisissons de la répéter jusqu'à ne plus utiliser qu'elle au détriment des autres possibles. Ce comportement récurrent, c'est notre personnalité. Adultes, nous sommes le plus souvent figés sur notre point de vue. Nous continuons à vivre avec des protections, avec des carapaces qui nous rassurent inconsciemment, mais qui nous empêchent de développer l'ensemble de nos possibilités. L'essentiel de notre potentiel est demeuré en friche. Nous n'utilisons généralement qu'une partie de notre potentiel. Alors, c'est représenté ici par ce schéma. Tu vois, peu importe le type de l'énéagramme, qui regarde que d'un point de vue, sous le même angle, toujours. Si par exemple ma première perception du monde, le plus souvent inconsciente, est d'être envahi dans mon espace vital, je vais passer ma vie à mettre une distance avec les autres pour me protéger. Cet héritage de l'enfance engendre un certain nombre d'attitudes visibles qui se retrouvent dans mes habitudes. Ainsi, la perception de l'enfant peut être « ce monde est envahissant » et le mécanisme de défense inconscient, en réaction, je dois protéger mon intimité. Donc, dans la vie, mon comportement va tendre vers rechercher l'intimité, être autonome, comprendre comment fonctionnent les choses pour prévenir leur approche. Et la répétition de ce comportement va se retrouver dans mes habitudes. Voilà. Bon, les habitudes ici, qui résultent en fait d'un vécu de la petite enfance et d'un mécanisme de compensation, de réaction de mon vécu de la petite enfance et qui structure mon caractère d'une certaine façon. Voilà, alors si on va examiner un petit peu plus loin, chacun des 9 types de l'énéagramme représente une stratégie de survie et la réponse appropriée de l'enfant à son environnement. Ce point de vue, comparable à une fenêtre au travers de laquelle on n'entrevoit qu'une partie de la réalité, amène l'enfant à interpréter les événements du reste de sa vie avec cet éclairage. L'enfant identifie la réalité avec ce qu'il voit de sa fenêtre, sans pouvoir imaginer que ce n'est qu'un angle de vue parmi d'autres. Les enfants ont besoin de protection pendant qu'ils prennent les risques qu'ils doivent pour grandir. Non protégés, les enfants peuvent être submergés et se rigidifient alors dans leur schéma comportemental pour se protéger. Quand nous rejetons ou que nous ne voyons pas les autres points de vue, nous nous réfugions automatiquement dans notre système de défense conditionné. Nous agissons comme un robot ou comme lorsque nous sommes à moitié endormis. Les objectifs naturels comme la survie, le plaisir ou la relation à l'autre en sont dénaturés. Nous continuons à les poursuivre, mais en empruntant les chemins ombreux de la fixation, contaminés par trop de désirs ou trop de haine. Chacun de nous a sa déformation, basée sur ce qui lui a manqué ou ce qu'il a surévalué dans sa petite enfance. Et je vais te lire ce schéma-là. Voilà. Je te le mets peut-être ici, tout en te le lisant, si j'y parviens. Voilà. Si tu regardes tout en haut, tout homme
a un trait de caractère central comme un axe autour duquel tourne sa personnalité. Cette fixation correspond au système de défense mis en place par l'enfant. Cette fixation est le plus souvent inconsciente, elle se retrouve dans nos habitudes. Elle limite notre vision du monde à notre façon de voir les choses. L'énéagramme représente 9 points de vue, chacun des types correspondant à une des passions. Alors, ça peut être représenté sous forme d'un iceberg que tu vois là, plus bas. Si tu le prends à partir du haut, tu as les habitudes, ce qui est visible. Si tu le prends à partir du bas, tu as les sensations propres à l'enfant qui vont créer des mécanismes de défense, des croyances et des valeurs, des comportements répétitifs, et tout ça, c'est les motivations inconscientes. La seule partie qui va se voir est dans les habitudes visibles. Et bien, on va examiner ça de profil, en commençant par le premier qui est le perfectionniste. Alors, j'espère que tu vas bien le voir. Voilà, je te le montre rapidement, puis après, je vais te le décrire. Les images parlent au moins autant que les mots. Cela te donne une idée du caractère, du profil a priori. Alors, le perfectionniste se dit intérieurement, le monde est imparfait, je dois l'améliorer, j'ai de nombreux défauts, mais je fais tout pour éviter les erreurs. Alors le perfectionniste est une personne organisée, méthodique, très respectueuse des règles, des structures et de la hiérarchie. Il a tendance à voir le monde de manière manichéenne, bien, mal. Il considère qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de faire les choses. Il est idéaliste et aspire à des valeurs telles que l'éthique, la justice, la vérité. Il a une grande conscience de sa responsabilité dans le monde et se voudrait irréprochable. Aussi a-t-il tendance à s'auto-évaluer et à juger les autres selon des critères de perfection élevés. Pour le 1, pour le perfectionniste, la vie est sérieuse. Voilà, si tu veux regarder un tableau d'ensemble, il est ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans la perception du monde de l'enfant perfectionniste? À l'origine, inconsciemment, les 1 perçoivent que le monde juge les mauvaises attitudes et les impulsions. Dès que je me laisse aller, on punit ma spontanéité et ça me fait mal. C'est ça le ressenti dans la toute petite enfance du perfectionniste. Alors pour compenser ça, les 1 ont choisi de mériter l'amour en étant sages, en corrigeant leurs erreurs. Ils ont donc développé un fort esprit critique afin de prévenir les remarques blessantes de l'extérieur. C'est quand je tends vers la perfection que je me sens le plus digne d'être aimé. Tu vois les mécanismes de compensation. À force de réprimer leur spontanéité, une forte colère intérieure s'est développée. Leur système de valeurs s'est donc développé autour d'eux, la loi et l'ordre, la rigueur, l'amour du travail bien fait, l'intégrité, la discipline, le sens de l'effort, le souci de s'améliorer. Et des filtres de perception se sont mis en place. Leur attention s'est naturellement focalisée sur ce qui est bien ou mal, le respect des règles, la morale, la correction, l'exactitude. Leur esprit est devenu perpétuellement préoccupé par la critique, l'importance du jugement de l'autre, la peur de faire une erreur. Et leur mécanisme de défense habituel, c'est le contrôle des émotions et sa spontanéité, tendre vers la perfection. Je te mets ce petit schéma, voilà, où tu peux voir résumer tout ce que je viens de te dire. Je le ferai pour chacun des profils. Tout en bas, il y a l'éprouvé de l'enfant dans la petite enfance. Ici, le monde punit les mauvaises attitudes et la spontanéité. Toc, mécanisme de compensation. Je vais tendre vers la perfection pour ne pas rester dans cette souffrance-là. Et puis, automatiquement, des systèmes de valeurs qui se développent. Ici, il y a marqué être correct, respecter les règles, réprimer sa colère, contrôler ses émotions, puisque tu vois la partie émergée de l'iceberg, ce sont les habitudes. Tu peux les voir de plus près, voilà, par l'intermédiaire du petit dessin qui les représente. Eh bien, je vais continuer de cette manière avec le deuxième profil de l'énéagramme qui est l'altruiste. Voilà. Cette dame qui se dit là dans la bulle, à quoi bon vivre si je ne peux aider les autres? Que serait le monde si l'amour n'existait pas?
Alors l'altruiste, c'est une personne qui a soif d'être aimée et d'aimer les autres. Il a tendance à voir le monde comme un ensemble de personnes humaines à secourir. Il a une faculté particulière à voir ce dont l'autre a besoin, à s'adapter, à s'oublier. Il est attentionné, chaleureux, réconfortant. Il aime se sentir utile, apprécié, parce qu'il a aidé. Pour le 2, la vie est don et service. Je peux te montrer cette feuille. Voilà, tableau d'ensemble. Hop là. Je vais faire un arrêt sur image pour aller plus en profondeur. Autrement, qu'est-ce qui se passe dans la perception du monde de l'enfant altruiste ou futur altruiste, puisque c'est en construction en fonction du ressenti? À l'origine, inconsciemment, les deux perçoivent qu'on ne les aime pas pour eux-mêmes tels qu'ils sont. Alors pour s'adapter, afin de satisfaire leur énorme besoin d'affection, les deux ont choisi de gagner l'amour à force de volonté, donner aux autres ce qui leur manque en espérant être aimés en retour. Ils ont donc développé une intuition de ce dont l'autre a besoin pour pouvoir le servir. C'est quand je m'occupe des autres, quand je les aide, que j'ai l'impression d'exister. Et leur système de valeurs s'est développé autour du service, les relations et la chaleur humaine, les sentiments, l'écoute. Des filtres de perception se sont mis en place. Leur attention s'est naturellement focalisée sur les besoins de l'autre. Ici et maintenant, qui a besoin de moi? Qui a besoin de moi? Qui a besoin de quoi? Leur esprit est devenu perpétuellement préoccupé par s'adapter, s'oublier, maintenir une image de Saint Bernard. Leur mécanisme de défense habituel, la répression ou l'oubli de leurs propres besoins. Je ne sais pas exprimer ce dont j'ai envie. Voilà, représenté par ce dessin, diagramme, commençant par la perception dans l'enfance de l'altruiste, ce système de compensation, les valeurs développées, tout ça se joue invisiblement, inconsciemment, et puis apparaît donc, hop là je t'approche, ce petit Saint Bernard, dans son comportement en société. Voilà. Alors, le troisième profil s'appelle le battant. En énéagramme, je vais te lire ce que le battant est en train de se dire dans sa bulle. Le monde appartient aux gagnants. Je dois être le meilleur pour réussir tout ce que j'entreprends. Le battant est une personne dynamique, fière de ses réussites, efficace dans ce qu'il entreprend. Il est à la fois soucieux de l'atteinte de ses objectifs et soucieux de l'écoute qu'il renvoie. Il a tendance à voir le monde comme une course dans laquelle il doit être performant et briller. Il considère que la valeur d'une personne se mesure par ses résultats et le prestige qui en résulte. Aussi a-t-il tendance à confondre ce qu'il est et ce qu'il fait. L'échec existant dans toute vie humaine peut être vécu par lui comme un drame. Pour le 3, la vie est compétition. Hop, si tu as un tableau d'ensemble, voilà, petit à petit, je maîtrise mieux la façon de te montrer peut-être les images. Quelle est la perception du monde du battant? À l'origine, inconsciemment, les 3 perçoivent que le monde ne les aime pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Enfant, j'avais l'impression que l'on ne m'aimait que pour mes bonnes notes à l'école ou mes victoires sportives, ce que se dit intérieurement le 3. Pour compenser, les 3 ont choisi de gagner l'amour par la performance et l'action, en donnant l'image du succès. C'est quand je gagne, quand j'atteins un objectif que j'ai l'impression d'exister. Alors leur système de valeurs s'est développé autour de la confiance en soi, la performance, le prestige, l'image de la réussite. Des filtres de perception se sont mis en place. Leur attention s'est naturellement focalisée sur la recherche de l'approbation. J'ai des élèves comme ça. Ils sont capables de donner une image différente à chacun de leurs professeurs, en fonction de la personnalité de chacun d'eux. Leur esprit est devenu perpétuellement préoccupé par rechercher les opportunités pouvant favoriser la réussite, s'adapter à l'attente de l'autre. Et leur mécanisme de défense habituel, c'est l'identification aux résultats, l'estime et fonction de la réussite sociale et des apparences, plutôt que pour ce que l'on est réellement. Je te montre le schéma, voilà, qui redit ce que je t'ai dit à l'origine dans la perception du monde de l'enfant, qui est donc
battant, l'enfant se dit « j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas pour mes bonnes notes à l'école ou mes victoires sportives ». Et donc, en compensation, c'est quand je gagne, quand j'atteins un objectif que j'ai l'impression d'exister, hop, je développe la confiance en moi, la performance, le prestige, l'image de la réussite comme valeur. Les 4. Hop. Le romantique. Il peut y avoir d'autres noms dans d'autres présentations de l'énéagramme. Dans sa petite bulle, là, elle se dit « je suis unique ». Le monde serait plus beau et la vie plus intense si chacun pouvait exprimer son originalité. Alors, le romantique est une personne originale qui revendique le fait d'être une personne unique. Il est sensible et accorde beaucoup d'importance à l'expression des émotions, les siennes et celles des autres. Aussi a-t-il un attrait particulier pour les peintres, comédiens, danseurs qui ont une large palette d'émotions et expriment surtout ce qu'ils sont. Le 4 est lui aussi très créatif. Il se sent parfois seul au monde, différent, incompris. Pour le 4, la vie est intensité. Le tableau d'ensemble, si tu veux y jeter un œil, et un examen plus approfondi de comment ça se structure dès la petite enfance. À l'origine, inconsciemment, les 4, les romantiques, ont eu le sentiment d'être abandonnés. Il y a eu comme un grand vide. Quelque chose d'important manque. Leur vie est marquée par ce sentiment d'abandon. Pour compenser, ils ont imaginé qu'ils pourraient combler ce sentiment de manque en recherchant la plénitude qui existait avant cet abandon. Tu peux suivre en même temps, comme ça si tu veux par le dessin. Alors le système de valeurs s'est développé autour de exprimer leurs sentiments, être compris dans leurs différences, créativité, romantisme, sens de l'esthétique, trouver un sens à la vie, la notion des symboles. Les filtres de perception se sont mis en place. Leur attention s'est naturellement focalisée sur ce qui manque ou ce qui n'est pas disponible, objet, amour, emploi, la beauté de ce qui est loin, partir ou à venir, le défaut de ce qu'ils ont, l'intensité des sentiments. Mieux vaut une bonne déprime que subir la banalité du quotidien. Leur esprit est devenu perpétuellement préoccupé par valoriser les émotions, les états d'âme, ne rechercher que ce qui est unique, intense, élitiste, éviter la morosité du présent et fuir la platitude de l'ordinaire. Alors leur mécanisme de défense habituel, ils subliment ce qui n'est pas disponible. Leur imaginaire va par exemple amplifier la valeur de ce foulard qu'ils n'ont pas, alors qu'ils en ont plein d'autres. Dès lors, les émotions et les sentiments deviennent plus importants que les faits réels. Le 5. Le 5, c'est moi. Bon, je me suis évalué comme ça, mais ça me semble assez évident. Le 5, c'est l'observateur. Peut-être tu peux commencer à t'évaluer toi-même dans un des profils. Il en reste 4 après celui-ci. Le 5 se dit dans sa bulle, là, le monde est intrusif et complexe. Mon espace intime me permet de le comprendre et de me ressourcer. L'observateur est une personne calme, indépendante, soucieuse de son espace vital, recherchant la solitude. Il privilégie la réflexion, analyse-synthèse, à l'action. Son mental est très actif. Il a à la fois du mal à prendre conscience des émotions qui l'habitent et à exprimer ses sentiments à autrui. Il a tendance à voir le monde comme une multitude d'éléments à connaître, à comprendre. Le 5 privilégie la vie de ce monde intérieur. C'est bien cette chouette-là posée sur son arbre. Voilà, un tableau d'ensemble, si tu veux le regarder. À chaque fois, il y a un schtroumpf qui dit bien l'état d'esprit. Alors, en allant plus au fond, et là, je te montre cette fois-ci en même temps. Je commence à maîtriser la façon de procéder un peu mieux qu'au début. La perception du monde de l'enfant, qui est un 5, donc un observateur, c'est qu'il perçoit le monde comme envahissant et intrusif. Pour compenser, les 5 ont choisi de se protéger de l'intrusion extérieure. Ils se sont sécurisés en mettant une distance avec les autres et en acquérant l'information. Si je comprends la situation dans son ensemble, je ne serai plus jamais pris par surprise, donc plus envahi.
Leur système de valeurs s'est développé autour d'eux, penser, savoir, connaître, comprendre, protéger son espace vital. Des filtres de perception se sont mis en place, ils se sont attachés à observer et conceptualiser les choses, contrôler leurs sentiments, tout ça est ici, accepter les choses comme elles sont, séparer, et puis c'était aussi le système de valeurs, séparer et segmenter les choses et le temps. Leur esprit est devenu perpétuellement préoccupé par rechercher l'intimité, avare de leur temps et de leur présence, limiter leurs besoins, être autosuffisant et rassurant, gérer leurs émotions, surtout la peur, se prémunir des intrusions, bien prévoir les choses, anticiper les demandes, ne pas gaspiller ses énergies. Alors leur mécanisme de défense habituel, ils tendent à s'isoler, à se retrancher dans leur monde intérieur. Alors bien sûr qu'il n'y a pas un profil qui corresponde exactement à n'importe qui. C'est toujours plus compliqué que ça. Le profil, c'est juste une généralité dont on peut trouver que l'on est un représentant, au moins pour grande partie. Voilà. Le loyal, le profil 6. Dans sa bulle, elle se dit, cette femme, par mon courage et ma loyauté, je tisse des relations plus fiables. Le monde est inquiétant, prudence, méfiance. Alors je dis une femme, mais c'est pour être un homme, évidemment. Ça n'est pas sexué, les profils. Le loyal est une personne fidèle, prudente, en proie à la peur et au doute. Il a une imagination débordante, il envisage souvent le pire dans sa vie et celle des autres. Il a également du mal à exprimer son avis et demande conseil à son entourage en qui il a mis sa confiance. Il a tendance à voir le monde comme une source potentielle de danger. Aussi a-t-il tendance à se méfier des personnes et des situations, en particulier lorsqu'elles sont imprévues. Pour le 6, la vie est dangereuse. Tableau plus général. Et la genèse du loyal, à l'origine inconsciemment, les 6 perçoivent que le monde n'est pas fiable. On m'a trahi. Leur camp de base n'est pas un lieu sûr et ne le sera jamais. On m'a trahi. Pour compenser, les 6 ont choisi d'assurer leur sécurité par la vigilance. Parfois, je me vois comme une sentinelle sur le qui-vive à une éventuelle attaque extérieure. D'ailleurs, ma vie tourne autour de la peur, entre soumission et défi, toujours en réaction contre un danger potentiel ou une intention cachée. Alors, leur système de valeurs s'est développé autour de la fiabilité, la loyauté, l'imagination, la sensibilité, l'intuition. Des filtres de perception se sont mis en place. Leur attention s'est naturellement focalisée sur la recherche d'un danger éventuel, souvent amplifié, la recherche des vices de forme ou des ambiguïtés, la relation avec l'autorité, l'identification avec les faibles et les opprimés. Leur esprit est devenu perpétuellement préoccupé par imaginer les futures conséquences d'une décision, imaginer le pire scénario possible, les empêche parfois d'agir, se prémunir contre toute forme de danger, se méfier du succès, synonyme d'exposition, questionner les gens sur leur motivation afin d'éliminer le doute et leur mécanisme de défense habituel, la projection. Ils projettent leurs craintes dans l'avenir et leurs doutes sur leur interlocuteur. 7, il n'en reste plus que 3. Nous sommes à l'épicurien, l'épicurienne. Épicurienne qui se dit dans sa bulle, je profite de toutes les opportunités que m'offre la vie. La liberté, c'est génial. L'épicurien est une personne joyeuse, optimiste, qui s'enthousiasme pour la nouveauté. Il est dynamique, il envisage facilement et réalise une multitude de projets qu'il ne mènera pas forcément à terme. Il recherche la liberté d'action. Aussi a-t-il tendance à avoir beaucoup de mal à s'engager sur du long terme dans une voie unique, sauf si celle-ci lui permet encore d'autres choix de vie. Il a tendance à voir le monde comme une source intarissable de plaisirs, divers et variés. Il est naïf, parfois inconscient du danger. Pour le 7, la vie et plaisir. Un tableau d'ensemble. Une étude plus approfondie de la genèse du caractère, la genèse structurelle
du loyal à l'origine, inconsciemment. Les 7 perçoivent le monde comme frustrant et contraignant. Oh, j'aime ma liberté et je souffre d'être limité à un seul choix. Pour compenser, les 7 ont choisi d'échapper à la souffrance en fuyant de leur imaginaire vers l'aventure et le plaisir à venir. Leur système de valeurs s'est donc développé autour d'eux, profiter de l'existence, multiplier les plaisirs, rechercher la diversité, se concentrer exclusivement sur le bon côté des choses. Des filtres de perception se sont mis en place. Ils se sont attachés à penser à plusieurs choses en même temps, ce qu'on appelle la pensée du singe. Faire des projets afin de préserver des choix multiples. Prendre du plaisir, relier les informations. Leur esprit est devenu perpétuellement préoccupé par rechercher l'excitation, la nouveauté, ne voir que le positif, même dans les situations pénibles, charmer pour désarmer ou par plaisir, leur mécanisme de défense habituel, rationaliser et intellectualiser, rester superficiel, fuir l'ennui, les obstacles et la difficulté, plus que deux, le chef. Tu peux s'appeler autrement hein, dans d'autres mots pour le dire. La bulle du chef. Le monde est injuste, mais je suis là pour protéger les miens. Celui qui commande ici, c'est moi. Ça vous pose un problème? Le chef est une personne organisée, efficace, sûre d'elle-même, directe, instinctive, combative. Il se caractérise par sa puissance et sa recherche du rapport de force. Il respecte la consistance d'une personne, même s'il s'agit de son adversaire. Il agit vite et se met rapidement en colère qui, dès qu'elle est exprimée, est souvent aussitôt oubliée. Il aspire à des valeurs telles que la justice, la défense du faible, en particulier de ses proches. Aussi a-t-il tendance à s'auto-évaluer et à juger des autres selon des critères de perfection élevés. Pour le 8, la vie est un combat. Hop, si tu veux le tableau d'ensemble, là il faut t'arrêter sur image et tu vas avoir de l'information un peu plus détaillée. Maintenant, un type d'information qui relève de la genèse du caractère, du profil. Les 8, à l'origine, inconsciemment, perçoivent le monde comme dur et injuste, apparaître comme faible et dangereux. Pour compenser, les 8 ont choisi de gagner le respect et assurer leur protection en devenant forts et en camouflant leur vulnérabilité. Leur système de valeurs s'est donc développé autour de la force, la détermination, le courage, la justice. Des filtres de perception se sont mis en place. Ils se sont attachés à évaluer les forces en présence et déterminer les rapports de force. Concentrer leur énergie dans une direction, le style tout ou rien. Leur esprit est devenu perpétuellement préoccupé par dominer, contrôler les situations, engager l'action, être au contact, corriger l'injustice et protéger les faibles, montrer leur puissance, provoquer l'intensité de la vie, considérer la colère comme une protection forçant le respect. Leur mécanisme de défense habituel, nier la faiblesse. Je nie qu'on puisse pas atteindre un résultat. Et pour le prouver, j'essaye le passage en force. Après le passage en force, on a exactement le contraire. Ça correspondrait un petit peu peut-être au poisson en astrologie. Voici le médiateur. Cool, le médiateur. Et cette femme dans sa bulle, elle se dit tout le monde a de bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Attendons demain pour que tout s'apaise. Le médiateur est une personne paisible, à l'écoute des autres, recherchant l'harmonie. Diplomate dans l'âme, il essaye d'éviter la confrontation et d'une manière générale tout conflit, interne et externe à lui. Aussi a-t-il tendance à ne pas prendre position, à comprendre un avis et son contraire, à être indécis pour ses propres choix de vie. Compréhensif, il pose un regard bienveillant sur le monde. Pour le 9, la vie
et médiation. Hop, tableau d'ensemble. Et hop, perception du monde, de l'enfance, du neuf, du médiateur. À l'origine, inconsciemment, les neufs perçoivent qu'on ne les écoute pas et qu'exprimer leur opinion peut être source de conflits et de séparation. Alors, pour compenser, les neufs ont choisi de laisser faire le temps en se faisant oublier, en fusionnant avec l'environnement jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Avec le temps, les choses s'arrangeront forcément, c'est ce que se dit le neuf dans sa petite tête d'enfant. Leur système de valeurs s'est donc développé autour de la paix, la patience, la tempérance, l'attention à l'autre. Des filtres de perception se sont mis en place. Ils se sont attachés à maintenir l'harmonie, être agréable et attentif à l'autre, dissoudre leur énergie dans les détails, relativiser le temps, contenir leur énergie et leur colère. Leur esprit est devenu perpétuellement préoccupé par éviter les conflits, rester neutre, ne pas dire non ou prendre une position trop tranchée, comprendre l'autre jusqu'à fusionner avec lui. Garder une vie paisible, les habitudes sont rassurantes. Laisser passer, contenir la colère quand elle vient, elle pourrait être synonyme de rupture. Leur défense, leur mécanisme de défense habituel, l'obstination, l'inertie, le non-faire. Et voici que s'achève ma vidéo. Je remets le chapeau des apprentis étudiants à Poudlard, parce que nous sommes tous des apprentis, des étudiants. Et puis je te remontre le livre. Et puis j'espère que ce tableau rapide d'ensemble, parfois un petit peu brouillon, a au moins contribué à ce que tu aies une idée générale, une première approche de l'énéagramme. Je te remercie et à bientôt pour d'autres introductions, présentations, sourires.